Est-ce que l'heure est arrivée de commencer à envisager une défaite de l'Ukraine? Il semblerait bien que les pays occidentaux soient de plus en plus nombreux à se poser cette question. La contre-offensive tant attendue de 2023 n'a pas produit les effets escomptés. Aucun des objectifs majeurs qu'avait défini l'état-major ukrainien n'ont été atteints. Et ce, malgré le soutien des chars Léopard allemands, des Challenger britanniques, des canons César français et des blindés Bradley US. Après, les forces armées ukrainiennes ont quand même réussi l'exploit d'arrêter le raz-de-marée russe tout en lui infligeant de très lourdes pertes humaines et matérielles. Et tout comme l'invasion initiale, la dernière offensive de Moscou a été stoppée net. Mais les défenses russes sont restées presque impénétrables. L'Ukraine a eu beaucoup de mal à reconquérir ne serait-ce qu'une once du territoire sous occupation russe. À présent, c'est le Congrès US qui menace de couper les vivres à l'armée ukrainienne. Les républicains trumpistes rejettent le programme d'aide de 60 milliards de dollars proposé par l'administration Biden. La position de Kiev est de plus en plus précaire. Tous les signaux d'alerte sont au rouge. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de la guerre? L'Ukraine va-t-elle devoir capituler? Pourquoi est-ce que la contre-offensive n'a pas fonctionné? Eh ben, on va te faire une série de vidéos pour t'expliquer tout ça et pour explorer les différents scénarios qui attendent l'Ukraine. Donc, pour pas les louper, pense bien à t'abonner, à liker et à partager, ça nous aide beaucoup. Tu peux aussi nous suivre sur Insta si tu veux nous poser des questions en direct. Bref, dans cette vidéo, on va répondre à la plus importante de toutes les questions. L'Ukraine peut-elle encore gagner cette guerre? Allez, on rentre dans le tas. Notre président dirait que la contre-offensive ukrainienne n'est pas un échec, elle n'a juste pas marché. Par contre, les forces ukrainiennes ont quand même réussi à contenir l'avancée des troupes russes. En gros, ça fait plusieurs mois qu'on est dans une guerre de position. Les combats sont sanglants, meurtriers, mais les gains territoriaux sont mineurs. Il n'y a pas de progression significative de l'un ou de l'autre camp. Donc, est-ce qu'on peut toujours espérer une victoire ukrainienne? Mais le scénario est toujours réaliste, si certaines conditions sont respectées. Mais avant de les aborder, on va d'abord explorer une autre piste. Pourquoi est-ce que l'armée russe continue de se battre en Ukraine si elle n'est pas parvenue à remplir ses objectifs? Pourquoi est-ce qu'elle s'obstine? Mais en fait, les Russes, ils jouent la montre. Ils misent tout sur l'épuisement de l'armée et de la population ukrainienne, mais surtout sur le ras-le-bol de l'opinion publique européenne et nord-américaine. En fait, les Européens sont très affectés par l'inflation et les coûts exorbitants de l'énergie. Ils se préoccupent de moins en moins du sort des Ukrainiens si ceux-ci perdent la guerre. Les partis d'extrême droite et d'extrême gauche européens sont de plus en plus populaires et ils véhiculent souvent des messages anti-atlantistes et pro-russes. Et la possible réélection de Trump en 2024 marquerait la fin du soutien US à l'Ukraine. Bref, la Russie espère que l'Occident se lassera de l'effort de guerre en Ukraine avant qu'elle ne soit elle-même à court de soldats à envoyer au front. Cette tactique, c'est ce qu'on pourrait appeler la patience stratégique. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est parti! Le Kremlin est prêt à tout pour décourager l'Occident. Et pour cela, il a besoin de lui faire croire qu'il campe solidement sur ses positions, qu'il ne renoncera pas à ses conquêtes territoriales dans l'est de l'Ukraine, y compris la Crimée. Et pour y parvenir, Moscou n'hésite pas à lancer des offensives d'ampleur. Non pas pour faire reculer les lignes ukrainiennes, mais pour continuer d'exercer une pression constante. Il faut donner l'impression aux soldats ukrainiens et à leurs soutiens occidentaux que la guerre sera interminable, à moins qu'ils décident de s'en retirer. Du côté du Kremlin, on se préoccupe peu des pertes massives. La vie d'un soldat n'a que peu de valeur aux yeux de l'état-major russe. En même temps, les Russes ont l'avantage du nombre. La population russe est 3 fois plus nombreuse que la population ukrainienne. Donc Moscou peut se permettre 3 fois plus de pertes que son ennemi Kiev. Durant la Première Guerre mondiale, on appelait ça le rouleau compresseur russe. On estime qu'actuellement, tous les 6 mois, la Russie a la capacité de former et de déployer sur le front plus de 130 000 soldats. Alors d'accord, leur niveau de préparation
et leur équipement laissent à désirer, mais ils permettent de stabiliser la ligne de front. Ensuite, entre l'invasion terrestre, les frappes aériennes, la mobilisation de l'appareil productif du pays pour soutenir l'effort de guerre, le déploiement de milliers d'Ukrainiens au front et le blocus maritime en mer Noire, la Russie espère paralyser l'économie ukrainienne. Surtout que le soutien occidental commence à coûter bonbon à l'Union européenne et aux États-Unis, d'où les attaques ciblées contre les infrastructures civiles. Alors ce point-ci est partiellement lié au précédent. En plus de s'en prendre à des cibles militaires donc légitimes, même si l'invasion du Donbass est illégale, la Russie s'attaque aussi aux infrastructures civiles et à la population. Les centrales électriques, les installations hydrauliques et les réseaux télécoms sont devenus des cibles de première importance. Non seulement ça coule l'économie du pays, mais en plus ça porte gravement préjudice à la population civile, qui est la première à en souffrir. Le Kremlin espère ainsi éroder le soutien du peuple à ses dirigeants et à la poursuite de la guerre. La Russie attaque avec tout ce qu'elle a dans son arsenal. Des missiles de précision, des drones, des roquettes. L'objectif est limpide. Saturer les défenses antiaériennes de l'Ukraine, que ce soit les S-300 de conception soviétique ou les systèmes de défense fournis par l'Occident. Si la Russie parvient à saturer les défenses antiaériennes ukrainiennes, alors elle pourra bombarder les positions ennemies sur le front sans subir trop de pertes, ce qui précipiterait une défaite de l'Ukraine. Finalement, la Russie profite aussi de cette guerre pour doper son complexe militaro-industriel. Elle a basculé en économie de guerre, ce qui lui permet d'accélérer la cadence de production de munitions d'artillerie, de drones et de missiles. Voilà, c'était les 5 axes majeurs de la Russie pour accentuer la pression sur Kiev et décourager ses soutiens occidentaux. D'où les récentes et très nombreuses attaques de l'armée russe contre des installations civiles ukrainiennes. Le Kremlin est persuadé qu'il gagnera cette guerre ou, au pire, qu'il parviendra à négocier un accord de cessez-le-feu qui lui sera très avantageux. Et objectivement, si on ignore les enjeux moraux, la stratégie a l'air plutôt efficace. D'où ce type d'actu. Les républicains bloquent l'aide à l'Ukraine, mettant en péril sa lutte contre la Russie. En parallèle, l'armée ukrainienne rencontre elle aussi de sérieux obstacles, ce qui explique partiellement l'échec de la contre-offensive. Déjà depuis le 24 février 2022, date du début de l'invasion de la Russie, l'armée ukrainienne est passée de 150 000 soldats à plus de 700 000. Le problème, c'est que les forces armées ukrainiennes manquent d'officiers et d'une structure de commandement suffisamment développée. La formation de soldats ukrainiens laisse elle aussi à désirer. Par exemple, jusqu'à présent, l'OTAN a formé environ 100 000 soldats ukrainiens, ce qui est pas mal, mais sur une période réduite de tout juste 5 semaines. Durant la Seconde Guerre mondiale, la durée moyenne d'entraînement pour un soldat d'infanterie britannique durait plus de 20 semaines. À part ça, l'armée ukrainienne manque aussi de stock. L'Ukraine a un besoin urgent de ravitaillement. Ils n'ont pas assez de chars ou de systèmes anti-chars, de chasseurs bombardiers, de systèmes de défense anti-aérienne et surtout d'obus et de munitions d'artillerie. La Russie a quand même réussi à produire 3 500 000 obus pour son artillerie dans le courant de l'année 2024. Elle devrait en produire 1 million supplémentaire. Côté ukrainien, on est loin d'atteindre ce chiffre. On estime qu'annuellement, la production européenne et nord-américaine ne devrait pas dépasser le million d'unités. Alors les gouvernements européens ont annoncé qu'ils allaient accélérer la production. Mais pour l'instant, la promesse est restée vaine. On ne peut pas sous-estimer l'aide occidentale à l'Ukraine, que ce soit en formation, en matériel, en renseignement, en armes de pointe, mais il y a aussi un impératif en termes de capacité aérienne et de munitions d'artillerie. Et pour l'instant, les alliés de l'Ukraine ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que l'Ukraine a encore une chance de l'emporter? On t'explique ça dans le chapitre suivant. Comment gagner la guerre? On se fait pas d'illusions, même parmi vous, il y a des gens qui espèrent que cette guerre soit bientôt finie, même si cela signifie une défaite ukrainienne. Certains disent que c'est pour éviter un bain de sang, que l'Ukraine ne parviendra jamais à battre la Russie. D'autres pensent
au contraire que cette invasion russe est totalement justifiée et que la superpuissance finira par écraser la petite Ukraine. À votre place, je ne tirerai pas de conclusion trop hâtive. Il est encore trop tôt pour jeter l'éponge. En tout cas, c'est ce que pensent certains services de renseignement militaire de l'ex-bloc soviétique. Les analystes des services de renseignement des pays baltes sont formels. Cette guerre peut être gagnée si l'on s'engage sur la durée. Notre erreur a été de penser que ce serait une guerre éclair. D'ailleurs, le Kremlin a fait la même erreur en déclenchant l'invasion en février 2022. Déjà, pour garantir une victoire ukrainienne, il faut convaincre le Kremlin que ça ne sert à rien de s'entêter car seule une défaite l'attend au bout du chemin. Notre mission stratégique est d'altérer les calculs de guerre de la Russie et d'éliminer toute perspective de succès par la force militaire ou par des moyens diplomatiques aux dépens de l'Ukraine. Ministère de la Défense de l'Estonie. En vrai, on n'est plus très loin du point de rupture à partir duquel la Russie s'effondrerait, ni en termes de temps, ni en termes d'efforts sur et hors du champ de bataille. Le groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, qu'on surnomme le groupe Rammstein, est un club qui réunit 54 pays alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire les futurs 32 pays membres de l'OTAN, j'inclus la Suède, plus des alliés genre le Japon, la Corée du Sud ou l'Australie. Ils lui fournissent du matériel, des financements et leur PIB combiné pèse plus de 50 000 milliards de dollars. Ça représente plus de 30 fois le poids de l'économie russe. C'est l'alliance économique la plus importante de tous les temps. Et toute proportion gardée, le coût de la guerre en Ukraine est relativement faible. Jusqu'à présent, l'aide combinée de ces pays avoisine les 110 milliards de dollars. Mais en pourcentage de leur PIB, ça ne représente que 0,20%. C'est un montant très faible, dont le coût est facile à résorber, surtout s'il est étalé sur plusieurs années. Si ces aides ont effectivement beaucoup aidé l'Ukraine, elles n'ont pas coûté grand-chose à ses alliés. Si le groupe Rammstein augmentait son aide à l'Ukraine de 0,05% de son PIB combiné entre 2024 et 2025, ça représenterait plus de 120 milliards d'euros supplémentaires pour le pays agressé. C'est largement suffisant pour couvrir les dépenses liées à l'effort de guerre pendant 2 ans. C'est donc avant tout une question de volonté politique. Par ailleurs, additionnés les uns aux autres, le budget militaire de l'ensemble des pays du groupe Rammstein dépasse les 1240 milliards de dollars, soit 13 fois plus que les dépenses militaires de Moscou. Donc, même si la prolongation de la guerre pourrait porter préjudice à la société ukrainienne dans son ensemble, elle porterait aussi un coup sévère à l'économie russe. C'est simple. Actuellement, le Kremlin mobilise d'énormes moyens pour financer son effort de guerre et mobiliser de nouvelles troupes pour remplacer les pertes au front. Alors oui, les arsenaux russes regorgent de trésors insoupçonnés, de millions de munitions et d'armes de pointe. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait croire si l'on se basait sur ce qu'on lit dans la presse partisane, les forums en ligne ou les commentaires de certains de nos viewers. Entre les fermes à trolls et les opérations de déstabilisation intérieure qu'on a pu relier au Kremlin, on a de quoi faire en France pour déconstruire ce narratif russe. En vrai, la réalité est un peu plus complexe. Russie, Doppelganger, la vaste opération de désinformation de Moscou pour déstabiliser la France. La guerre coûte mensuellement à la Russie plus de 1000 milliards de roubles, soit environ 11 milliards de dollars. D'après l'OTAN, les dépenses militaires du pays représentent 30% de son budget, ce qui signifie donc que le Kremlin a dû réduire ses dépenses dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures. Moscou a aussi dû taper dans son fonds de la richesse nationale. Créé en 2008, il cumulait plus de 174 milliards de dollars en février 2022. Depuis, il a dû bien baisser. Et vu que le ministère de la Défense russe est très opaque concernant les pertes sur le front, on n'est pas encore en mesure d'évaluer le coût économique final, que ce soit en indemnité pour les familles des soldats tombés au front, les soins pour les blessés et les handicapés de guerre, et la mobilisation de plusieurs dizaines de milliers d'hommes indispensables à la bonne marche de l'économie. D'un côté, la prolongation de la guerre nuira à l'économie russe, et de l'autre, ça va amplifier l'impopularité de la guerre au sein de la société. La Russie a beau tirer beaucoup de profit de l'exportation de ses hydrocarbures, la répartition des richesses est très inégale. Les 11 milliards de dollars dépensés mensuellement pour une guerre dont on ne voit pas le bout peuvent commencer à en déranger plus d'un. Et puis cette guerre a coûté même pas la moitié aux pays qui composent le groupe Rammstein. La Russie est clairement désavantagée et c'est pas fini. Cette guerre a
aussi été l'occasion de vérifier un autre point. Les armées européennes ne sont absolument pas prêtes pour un conflit de haute intensité avec un ennemi extérieur, genre la Russie. Déjà, notre capacité industrielle n'est vraiment pas prête à assumer une production intensive de munitions et de matériel militaire. Surtout qu'on a déjà bien vidé nos stocks en livrant de l'aide militaire à l'Ukraine. Sauf que c'est une question de mindset. Cette guerre, elle peut aussi nous servir d'opportunité. Déjà de se rendre compte de l'état actuel de nos armées et ensuite d'adapter nos industries pour répondre aux enjeux de l'avenir et de l'éventualité d'une guerre longue sur le sol européen. Comme ça, le moment venu, on ne sera pas en porte-à-faux. On sait dorénavant que l'on doit moderniser notre industrie militaire pour ainsi augmenter notre capacité de production. L'Ukraine a cruellement besoin de munitions, de drones, de systèmes de défense antiaérienne et d'avions de combat, mais l'Europe aussi en fait. Donc tout l'effort que l'on entreprend aujourd'hui pour aider l'Ukraine est une garantie supplémentaire de notre sécurité collective demain. Surtout que si l'on laisse Poutine gagner, on renverra un signal de faiblesse et que n'importe quel État voyou peut faire ce qu'il a envie de faire. En battant la Russie, on prouve qu'il y a encore des garde-fous de l'ordre international. Donc, avec ces éléments en main, on peut tabler sur un soutien continu et indéfectible à l'Ukraine jusqu'en 2025, année à partir de laquelle on pense que la Russie commencera à craquer. Alors oui, 2025, ça fait loin, surtout qu'il y a des élections en Russie le mois prochain et aux USA à la fin de l'année. Mais les guerres éclairs, ça n'existe que dans les rapports de force très déséquilibrés. Or, ce n'est pas le cas présent. Donc, pour soutenir efficacement l'Ukraine, il faut que son armée ait les moyens de frapper les lignes de ravitaillement russes. Elle a donc besoin d'avions et de plus de missiles de précision à longue portée, en plus de ses lance-roquettes HIMARS Made in USA et de ses missiles franco-britanniques Scalp. Ensuite, l'Ukraine a aussi besoin de causer des dégâts à l'armée russe. Pour le dire crûment, elle doit tuer ou blesser des soldats russes. Et pour cela, elle doit disposer d'assez de munitions. Roustem Umerov, l'actuel ministre de la Défense ukrainien, estime que la Russie tire 5 à 10 fois plus d'obus d'artillerie que l'Ukraine. C'est pour cette raison qu'on doit absolument livrer plus d'armements et de munitions à l'Ukraine, même si ça signifie qu'on va vider nos propres stocks. Ça sera une bonne raison de relancer le complexe militaro-industriel européen. À part ça, la flotte russe en mer Noire doit être mise hors de service. Elle limite trop le commerce ukrainien, donc son économie, mais aussi notre propre stabilité alimentaire, du fait des exportations massives de céréales ukrainiennes par voie maritime qui sont bloqués. Et finalement, en attendant le déploiement de la flotte de F-16 Falcon pilotée par des Ukrainiens, il faut à tout prix éviter une domination des airs par les chasseurs bombardiers de la Russie. Pour y parvenir, il faut équiper le pays de suffisamment de batteries de défense antiaérienne et de radars de dernière génération. De cette façon, ça permettrait de relancer notre industrie militaire tout en dotant l'armée ukrainienne de la puissance de feu nécessaire pour infliger de lourdes pertes à l'ennemi. L'Ukraine a besoin de 2 500 000 obus par an. Actuellement, l'Europe et les USA ne lui en fournissent qu'1 million. Et en plus, à ce rythme, on va épuiser nos réserves. Et si un jour une autre guerre éclate, on va devoir répondre à deux menaces simultanées. D'un côté, un front contre la Russie, et de l'autre, pourquoi pas un conflit direct contre la Chine suite à une invasion de Taïwan. Ou alors, un embrasement du Moyen-Orient si jamais le conflit entre l'Iran et Israël dérape. Ça concerne pas que les obus, Il y a aussi les drones, les missiles de précision à longue portée, les canons d'artillerie, et pareil avec les avions militaires. On vous parlait tout à l'heure des F-16 Falcon, mais en vrai, l'OTAN pourrait aussi décider de livrer des Gripen du constructeur suédois Saab. On balance pas ça dans le vent, L'hypothèse a vraiment été considérée par le leadership atlantiste. Alors le Gripen, c'est quoi? En fait, c'est un chasseur bombardier multirôle qui a pour avantage d'être réparé, ravitaillé et réarmé à peu près n'importe où, même sur des axes routiers. Ce faisant, l'Occident pourrait faire d'une pierre deux coups, et ce, à un prix très contrôlé. D'une part, il fait comprendre au Kremlin que quoi qu'il arrive, la guerre ne se finira pas en 2024, et de l'autre, ça nous permettrait de nous réarmer, de reconstruire notre capacité militaire, et par conséquent, c'est notre capacité de dissuasion qui en sort renforcée. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de notre capacité de dissuasion? Parce que si les Ukrainiens perdent cette guerre, les prochains sur la liste de la Russie, ça pourrait bien être la Finlande, les pays baltes, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie.
Et puis, au-delà de la Russie, l'Iran et la Chine auraient les coups des franges pour faire ce qu'ils veulent au Moyen-Orient ou en Asie-Pacifique. Oui, la contre-offensive ukrainienne de l'année dernière a échoué. Les perspectives d'une guerre courte ont disparu, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va perdre cette guerre. L'Occident a la possibilité de soutenir l'Ukraine à un prix contrôlé, mais surtout de garantir sa propre sécurité dans un avenir proche. En termes d'investissement dans la défense et la sécurité nationale, c'est une excellente affaire. La victoire de Poutine serait une cata, pas uniquement pour l'Ukraine, mais pour nous aussi. Un dernier commentaire. On observe au sein de l'armée ukrainienne quelques transformations remarquables. Général préféré ou boucher, qui est Oleksandr Syrski, le nouveau chef de l'armée ukrainienne? Le président ukrainien a remplacé le populaire chef d'état-major Valery Zaloujny par Oleksandr Syrski, un officier formé à la soviétique. Auréolé de gloire et soutenu par la présidence, il est aussi connu pour ses méthodes brutales. En parallèle, Donald Trump a annoncé qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle fin 2024, il cesserait de soutenir l'Ukraine, ce qui reviendrait à une victoire russe. Le risque qu'un tel scénario se produise existe réellement. En plus, il en a aussi profité pour tacler ses alliés européens en expliquant que si la Russie attaquait, il n'interviendrait pas. Alors, dans le détail, c'est uniquement dans le cas de figure où le pays européen en question ne respecterait pas le seuil de 2% de son PIB consacré à sa propre défense. Mais le message politique est très préoccupant et c'est à nous d'en tirer les conclusions. Nous ne pouvons pas compter sur les USA dirigés par Trump pour garantir notre sécurité. Nous devons retrouver une certaine forme de souveraineté européenne en matière de défense. Et l'Ukraine, c'est justement notre opportunité de former un semblant d'unité. Voilà, affaire pliée. Maintenant, à toi, est-ce que tu penses que l'Ukraine a encore une chance de gagner cette guerre? Est-ce que l'Europe va respecter ses engagements et armer les Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre? Et finalement, est-ce que l'OTAN est la seule perspective pour une défense européenne? On te dit à très vite pour plus de vidéos sur l'actu dans le monde et plus spécifiquement dans cette série consacrée à la guerre en Ukraine. On espère que cette vidéo t'a plu. Pense bien à t'abonner, à nous suivre sur Insta, like, partage, ça nous aide beaucoup. Allez, tchuss!